Salut. Aujourd'hui, on va parler de la tactique du marteau et de l'enclume, avec pour bataille d'exemple la bataille d'Issos. Elle a eu lieu en 333 avant Jésus-Christ et elle a opposé l'armée macédonienne d'Alexandre le Grand à l'armée perse de Darius III. Des trois grandes batailles qui vont faire d'Alexandre le Grand le maître de la Perse, c'est la deuxième. On va commencer par un bref retour en carte. D'un côté, on a la Macédoine qui vient de conquérir la Grèce, là où la Perse avait déjà échoué par 2 fois et avec plus de moyens. Alexandre récupère le pouvoir à la mort de son père et après l'avoir consolidé, à coups de villes rasées et de villes épargnées, il se lance dans une expédition pour aller péter du Perse. La Perse, justement, c'est un immense empire qui dure depuis à peu près 2 siècles. Ils n'ont jamais vraiment été inquiétés et n'étaient pas aussi barbares que les Grecs voulaient le laisser croire. Bref, toujours est-il qu'après la bataille de Granique, les Grecs conquièrent toute l'Anatolie. La situation n'est pas catastrophique pour Darius, mais elle était inattendue, surtout que, d'habitude, quand les Grecs s'excitent, ils vont jamais bien loin. Alors Darius décide de prendre le taureau par les cornes et de rassembler une immense armée. On parle de 110 000 hommes, c'est pas rien. Il attend Alexandre sur une plaine, là où il est le plus avantagé. Le problème, c'est qu'Alexandre est malade, et ça le ralentit. Darius, de son côté, commence à paniquer, et il décide de s'engager dans les montagnes pour aller à sa rencontre. Par un incroyable quiproquo, Darius se retrouve dans le dos d'Alexandre, ce qui fait qu'Alexandre fait demi-tour pour engager la bataille. Les deux armées se retrouvent à Issos, avec une rivière qui les sépare et 2 montagnes sur les côtés. Bon, faut noter tout de suite que la situation avantage beaucoup moins Darius que dans la plaine. Avec les 2 montagnes, il ne peut pas créer un front très large et est obligé de placer ses troupes en profondeur. Mais bon, vu le nombre d'hommes qu'il a, il n'est pas non plus dans une mauvaise disposition. Les troupes, justement, parlons-en. Côté macédonien, on a 30 000 fantassins, dont la majorité sont des hoplites capables de constituer la formation de la phalange. Très compacte, avec de longues lances appelées saris, c'est une formation lourde mais efficace, surtout que les piques en l'air brisent les flèches perses avant qu'elles ne fassent des dégâts. Avec tout ça, Alexandre dispose de 5000 cavaliers lourds, également armés de lances, les Thessaliens et les compagnons. Grande nouveauté pour l'époque, ces derniers sont capables de charger et de produire un effet de choc, qui va vite s'avérer dévastateur pour les troupes perses. En face, Darius compte 30 000 mercenaires grecs, également en phalange, et 70 000 fantassins, un mélange hétéroclite des différentes troupes de l'Empire entre archers, frondeurs et lanciers légers. Enfin, 10 000 cavaliers perses complètent une armée dont la tactique principale est d'encercler l'adversaire. Nous voilà prêts pour une bataille qui semble réglée d'avance. Darius tente d'envoyer des troupes par les montagnes, mais Alexandre réagit et les repousse assez facilement. Son aile gauche tient très bien la pression de la cavalerie perse, il peut donc lancer son assaut sans crainte de se retrouver enveloppé. À cause du terrain, Darius a placé ses troupes sur beaucoup de rangs et il ne peut étendre la ligne de front. Alexandre lance donc son infanterie sur toute la ligne avec pour but de mettre la pression sur le centre perse. Le combat est difficile et une brèche dans les rangs macédoniens permet aux mercenaires de perturber leur formation, mais dans l'ensemble ils tiennent bon. Pendant ce temps, Alexandre et ses compagnons se débarrassent de la cavalerie perse leur faisant face et commencent alors le carnage en revenant sur le flanc du centre perse. D'ordinaire, une cavalerie qui déborde engage le combat sur les flancs pour perturber la formation adverse et permettre au centre de percer. Mais avec les compagnons, c'est la charge et le choc qui comptent, et ça Alexandre l'a bien compris. Sa phalange devient une enclume solide et compacte mais lente, tandis que la cavalerie, par sa charge, sert de marteau. Ça fonctionne plutôt bien. Ça paraît évident comme ça, mais pour la tactique de l'époque, c'est assez révolutionnaire, vu que d'habitude on vise l'enveloppement, sûrement pas le choc. Toujours est-il que l'effet est dévastateur sur l'infanterie perse qui est littéralement balayée. Darius lui-même est menacé et s'enfuit. La scène est d'ailleurs retranscrite sur la mosaïque de Pompéi qu'on peut voir au musée de Naples. Remarquez les saris des mercenaires grecs du côté de Darius. En tout cas, sa fuite provoque l'abandon de son armée. Philippe! Le bilan est énorme. Entre 1000 et 7000 morts du côté macédonien, pour 30 000 à 50 000 morts du côté perse. Certes, Darius s'est enfui et s'est réfugié assez loin d'Alexandre pour fonder une nouvelle armée. Mais le roi macédonien lui tient toute la famille du roi perse, et il a le champ libre. En moins de 2 ans, il conquiert la Syrie, la Palestine et l'Égypte. Il ne retrouvera Darius qu'à la bataille de Gaugamel, où il va lui donner une leçon de tactique monumentale. Mais ça, on y reviendra dans un prochain épisode. Voilà, c'est la fin de cet épisode pilote, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à réagir pour m'aider à améliorer la recette. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous souhaite une bonne journée.